LVMH, un nom qui évoque le pouvoir, le luxe, une forme d'éternité. Un conglomérat immense bâti sur la mécanique la plus puissante et la plus volatile, le désir humain. Une machine qui a propulsé son créateur, Bernard Arnault, au sommet du monde, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de la planète. En 2023, c'est l'apothéose. Des ventes records de 86 milliards d'euros et un bénéfice net de plus de 15 milliards. Un triomphe qui semble non seulement absolu, mais éternel. Les images de cette gloire inondent nos écrans. La fondation Louis Vuitton, un vaisseau de verre flottant sur Paris, les défilés quasi mystiques de Dior, où l'art et le commerce fusionnent, l'éclat froid des diamants Tiffany, ou bien le prestige d'une coupe de Moët et Chandon. C'est l'histoire que LVMH raconte au monde. Celle d'un art de vivre occidental vendu comme un rêve accessible. Mais que se passe-t-il quand la formule du succès devient un poison lent? Quand le géant, au sommet de sa puissance, porte déjà les germes de sa propre destruction? Car derrière cette façade dorée, le mythe se fissure. On découvre en Italie des ateliers sordides où des mains invisibles et exploitées assemblent pour une bouchée de pain des sacs vendus des milliers d'euros. Des accusations de greenwashing ébranlent les promesses écologiques du groupe, révélant un gouffre entre le discours et la réalité. Et puis, le plus inquiétant, le visage d'un nouveau consommateur, notamment en Chine, moteur de la croissance passée. Un consommateur qui se détourne, sceptique, des logos et du luxe ostentatoire qui ont fait la fortune de l'Empire. Ceci n'est pas l'histoire d'un échec, c'est l'histoire d'un succès si écrasant qu'il est devenu son propre ennemi. Et pour comprendre cette chute annoncée, il faut analyser la mécanique d'un succès qui se retourne contre lui-même. Voici comment la plus grande réussite du luxe mondial est peut-être en train de creuser sa propre tombe. Pour comprendre la crise qui menace LVMH, il faut comprendre un protagoniste. Car ce n'est pas une simple entreprise, c'est la construction titanesque d'un homme, Bernard Arnault. Né en 1949 à Roubaix, fils d'un entrepreneur en bâtiment, formé à l'école polytechnique, rien ne le prédestinait à la haute couture. Pourtant, deux éléments de sa jeunesse annoncent la suite. Une éducation qui mêle la rigueur de l'ingénieur à la sensibilité d'un pianiste accompli, et, plus anecdotique mais essentiel, la fascination de sa mère pour Dior. Il commence sa carrière dans le béton, puis se lance dans l'immobilier. Mais son ambition est plus grande. Il cherche une entreprise avec des racines françaises et une portée internationale. Et l'occasion se présente en 1984. Le groupe textile Boussac, un géant des routes, est à vendre. Il possède un joyau terni, Christian Dior. À 35 ans, Arnault rachète le groupe pour un franc symbolique. Sa méthode est brutale. Pour sauver Dior, il démantèle le reste. En 2 ans, il licencie 9000 personnes. On lui donne son premier surnom, glacial et durable, le Terminator. Le gouvernement l'accuse de ne pas tenir ses promesses sur l'emploi. Il rétorque que sa seule promesse était de rendre l'entreprise rentable. C'est ce que prévoit notre plan. Minimum de 2 ans seront nécessaires pour que la partie industrielle soit ramenée à un stade normal de rentabilité. Ce moment révèle un trait essentiel de son caractère, une vision claire et une volonté d'acier, quel qu'en soit le coût humain. Et ce prédateur trouve bientôt une nouvelle proie. En 1987, la fusion de Moët Hennessy et Louis Vuitton donne naissance à LVMH. Mais les dirigeants se livrent une guerre interne. L'un d'eux, Henri Racamier, invite Arnault à investir, pensant trouver un allié. Grosse erreur. En moins de 2 ans, à force de rachats d'actions et d'alliances tactiques, Arnault prend le contrôle total du groupe. On le surnomme alors le loup en Cachemire. Sur ses fondations, il bâtit une philosophie de gestion patiente reposant sur 4 piliers. Premier pilier, une vision à long terme. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la marque sera dans 10 ans, dit-il. Il compare un iPhone à une bouteille de Dom Pérignon. Dans 20 ans, les gens utiliseront-ils encore l'iPhone? Peut-être pas. Mais les gens boiront encore du Dom Pérignon. Pour lui, le luxe est un morceau d'éternité. Deuxième pilier, paradoxal, la décentralisation. LVMH n'est pas un monolithe, mais une fédération d'entreprises de taille moyenne. Chaque maison, Fendi, Céline, Givenchy, reste autonome pour nourrir un esprit d'entreprise et rester agile. Troisième pilier, l'intégration verticale. LVMH contrôle tout, du vignoble à la boutique, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution. C'est la garantie d'une qualité qui justifie des prix exorbitants. Enfin, le quatrième pilier, le plus imperceptible, l'art de créer le désir. C'est le cœur du réacteur. Arnault prétend « Nous ne faisons pas de marketing ». Ce qu'il veut dire, c'est que le désir ne naît pas des études de marché. C'est une alchimie d'héritage et d'innovation, d'exclusivité entretenue par la rareté et d'un storytelling puissant. Le client n'achète pas un objet,
il achète une émotion, un statut, une part du rêve. Cette dualité est le secret de la machine LVMH. Une machine qui, début 2023, semblait parfaite, inébranlable. L'année 2023, un triomphe. Le moment où LVMH se dresse au sommet du monde, invincible. Mais c'est le calme avant la tempête. Les chiffres donnent le vertige. Un chiffre d'affaires record de 86,2 milliards d'euros et un bénéfice net de 15,2 milliards. La machine LVMH ne tourne pas. Elle surchauffe. Europe, Japon, Asie, la croissance est partout. La marque Tiffany connaît une année record et Sephora confirme son statut de leader mondial. Ce succès consacre son architecte. En 2023, Bernard Arnault devient l'homme le plus riche du monde. Il n'est plus un PDG, il est une icône, le pape de la mode. Pourtant, ce triomphe est un piège. Un succès aussi écrasant peut déclencher une première phase de déclin, l'arrogance. Le concept est simple. Une entreprise qui réussit de façon spectaculaire risque de croire que ce succès est un droit acquis. Elle perd son humilité, sa curiosité et sa saine paranoïa. Bernard Arnault lui-même avait pourtant prévenu. Je dis toujours à mon équipe, vous devriez penser que le pire est à venir. Ne soyez jamais satisfait, ayez peur. Mais en 2023, le succès porté par la frénésie de consommation post-pandémie a eu raison de cette saine paranoïa. Dans toute histoire, un événement brise l'équilibre. Et pour LVMH, ce n'est pas une catastrophe soudaine, mais une lente et froide inversion des chiffres. Le coup d'arrêt est brutal. Après des années de croissance à 2 chiffres, les résultats de 2024 sont publiés. Le chiffre d'affaires stagne. La croissance organique, indicateur clé, s'effondre, passant de plus 13% à un maigre plus 1%. Pire, la rentabilité s'érode. Le bénéfice net chute de 17%. Le moteur de l'empire, le secteur de la mode et la maroquinerie, cale. Sa croissance devient négative. Début 2025, la tendance se confirme. Les revenus reculent à nouveau. Pour la première fois depuis la crise de 2020, la machine LVMH est en marche arrière. Et les marchés financiers sanctionnent immédiatement. L'action en bourse entame une longue glissade. Plus de 160 milliards de dollars de capitalisation s'envolent. Puis vient l'humiliation suprême. Au printemps 2025, Hermès, le rival plus petit, plus discret, mais jugé plus pur, dépasse LVMH en valeur boursière. Un affront. Le roi est défié sur son propre trône. Ce décrochage pose une question centrale. Est-ce un simple ralentissement, comme le prétend la direction, ou le symptôme d'une maladie plus profonde? Car si tout le secteur ralentit, tout le monde ne souffre pas de la même manière. La croissance insolente d'Hermès prouve que ce déclin n'est pas une fatalité. Son modèle, basé sur la rareté et l'artisanat, semble mieux résister que celui de LVMH, plus dépendant des volumes. La crise n'est pas seulement passagère, elle est aussi structurelle. Elle attaque le cœur même de la stratégie qui a fait le succès de LVMH. Face à cet incident, la réaction du groupe n'est plus une simple manœuvre, mais un acte qui scellera son avenir. Face à la crise, la posture de LVMH est celle d'un empire qui refuse de douter. Plutôt que l'humilité, le groupe choisit le déni et l'orgueil. La rhétorique officielle minimise le problème, parlant de bonne résilience, dans un environnement incertain. Le message est clair, la forteresse LVMH est solide. C'est une tentative de contrôler le récit, de préserver l'image d'une citadelle inébranlable, même lorsque ses fondations tremblent. Mais au-delà des mots, certaines déclarations trahissent une fissure. En janvier 2025, Bernard Arnault prononce une phrase lourde de sens. Louis Vuitton n'est pas une marque de mode. L'aspect mode est un accessoire. Et c'est une erreur profonde. C'est confondre la vache à lait, la maroquinerie rentable, avec la vache sacrée, le désir culturel qui permet de vendre ses produits. Si des millions de gens veulent un sac Vuitton, c'est parce que la marque est une icône culturelle, un statut nourri par le spectacle de la mode. En reléguant la mode au rang d'accessoire, Arnault révèle qu'il se concentre sur le quoi, le produit, au détriment du pourquoi, la source du désir. Et c'est une forme de négligence classique, oublier ce qui a rendu l'entreprise excellente. Enfin, l'arrogance transparaît dans ses critiques. De retour des États-Unis, il déclare « Vous revenez en France et c'est un peu la douche froide ». Il fustige la politique fiscale qui sape l'enthousiasme. Il ne parle plus comme un chef d'entreprise, mais comme le leader d'un empire qui se sent au-dessus des règles communes. Et c'est pour moi l'hubris, la conviction que son succès lui confère un statut à part. Le véritable point de non-retour n'est donc pas la crise financière, c'est cette réponse. En choisissant le déni plutôt que l'analyse, l'orgueil plutôt que l'humilité, la direction de LVMH refuse de voir la vraie nature du problème. Le conflit change. Ce n'est plus LVMH contre un marché difficile, c'est LVMH contre lui-même.
L'arrogance est une drogue. Elle donne un sentiment d'invulnérabilité qui pousse à poursuivre la croissance pour la croissance sans discipline. Et pour LVMH, cette stratégie a transformé la taille du groupe, autrefois un avantage compétitif, en une vulnérabilité structurelle. Premier symptôme, une dépendance dangereuse aux consommateurs aspirationnels. La croissance de Louis Vuitton et Dior a été bâtie en vendant à la classe moyenne supérieure. Ces clients, qui achètent un sac comme un symbole de réussite, ont fourni les volumes. Or, ce sont les plus vulnérables à la crise. Face à l'inflation, ils sont les premiers à couper leurs dépenses, tandis que les hausses de prix constantes de LVMH finissent par les exclure. Poursuivre donc la croissance sur ce modèle est devenu intenable. Deuxième symptôme, le problème des personnes. Une loi simple dit qu'aucune entreprise ne peut croître plus vite que sa capacité à recruter les bonnes personnes. La crise chez Tiffany l'illustre parfaitement. Après le rachat, LVMH a imposé sa culture et des objectifs de vente jugés inatteignables. Résultat, un exode des employés expérimentés partis chez les concurrents avec leurs clients fidèles. Pour combler les vides, LVMH a recruté du personnel moins qualifié, diluant une expertise fatale pour une marque de ce calibre. Enfin, la taille même de l'empire et ses 75 maisons posent problème. La diversification, autrefois une force, devient une source de dispersion. L'attention de la direction est éparpillée, rendant difficile la détection des problèmes à temps. Le virage soudain vers l'ultra-luxe, annoncé en 2025, est une reconnaissance de ce problème. C'est une tentative de se recentrer sur les clients les plus riches. Mais le pari est risqué. En se coupant de sa base, LVMH pourrait non seulement perdre des revenus, mais aussi se retrouver piégé par le dilemme des entreprises établies, à savoir l'incapacité à détruire son modèle rentable du passé pour embrasser celui incertain de l'avenir. La quête de la démesure a conduit le géant dans une impasse. Face à des difficultés croissantes, LVMH semble choisir le déni. L'entreprise se retranche derrière une communication déconnectée des faits, façonnant sa propre réalité. Et le fossé entre le discours officiel et la réalité opérationnelle se creuse chaque jour davantage. Premier paradoxe, l'artisanat. D'un côté, le mythe soigneusement entretenu d'un savoir-faire d'excellence, d'ateliers immaculés et d'une production quasi artistique. De l'autre, la réalité crue du scandale Dior en Italie. Des ateliers clandestins où sont exploités des travailleurs sans papier. Le coût de fabrication d'un sac vendu 2600 €, à peine 53 €. Une réalité sanctionnée en juin 2024 par la mise sous administration judiciaire de la filiale de Dior, jugée incapable de superviser sa propre chaîne d'approvisionnement. Deuxième dissonance, la durabilité. La vitrine officielle met en avant un programme écologique ambitieux, Life 360, visant à positionner LVMH en leader de la responsabilité environnementale. Mais en coulisses, les accusations de greenwashing pleuvent. L'impact réel du groupe demeure colossal, son cuir étant directement lié à la déforestation en Amazonie et l'essentiel de son empreinte carbone restant largement opaque. Troisième hypocrisie, l'éthique. L'image projetée est celle d'une entreprise familiale, respectueuse des droits humains. Les faits, eux, révèlent un score accablant, de 6 sur 100 dans un classement sur la lutte contre le travail forcé, pointant des défaillances critiques en matière de traçabilité et d'achat responsable. Conclusion, pour séduire le consommateur moderne, il faut lui raconter une histoire d'artisanat et lui projeter une image de durabilité. Mais le gouffre qui s'est creusé entre le mythe et la réalité ne peut rester caché éternellement. Les failles internes créées par ses propres choix rendent aujourd'hui LVMH vulnérable. Et trois forces hostiles convergent maintenant pour exploiter ses points faibles. La première, le consommateur chinois qui change. Pendant des années, la Chine a été l'Eldorado du luxe. Mais la nouvelle génération se détourne des logos et du luxe ostentatoire. Elle préfère les expériences, l'authenticité et les marques locales. Cet ennemi attaque directement le modèle de croissance passé de LVMH. La deuxième, la concurrence pure, incarnée par Hermès. Alors que LVMH vacille, Hermès prospère. Son modèle est l'antithèse de celui de LVMH. Là où LVMH mise sur le désir de masse, Hermès cultive la rareté. Là où LVMH investit des milliards en marketing, Hermès laisse le produit parler. Hermès n'est pas juste un concurrent. Il est un reproche vivant. Il prouve qu'un autre modèle de luxe est plus performant aujourd'hui. La troisième, et la plus redoutable à long terme, la loi. Une nouvelle directive européenne, la CSDDD, est une bombe à retardement. Elle va obliger les grandes entreprises, comme LVMH, à être légalement responsables des impacts sur les droits humains et l'environnement sur toute leur chaîne de valeur. L'opacité qui a permis de maintenir des marges élevées ne sera plus possible.
Affaibli par la triple pression d'un consommateur versatile, d'une concurrence agile et d'un régulateur strict, le géant LVMH paie le prix de ses décisions passées, soulevant une question cruciale: comment peut-il désormais se réinventer? Acculé, le géant entre dans sa phase la plus dangereuse, une fuite en avant où les initiatives, dictées par l'urgence, tiennent plus de la panique que de la stratégie. Première solution miracle: chercher un leader sauveur. En juin 2025, Jonathan Anderson, créateur de génie, est nommé à la tête de Dior. C'est un coup de théâtre qui concentre tous les espoirs sur un seul homme. Deuxième solution miracle, une stratégie révolutionnaire. Le virage soudain vers l'ultra-luxe en est l'exemple. Une fuite en avant, une tentative de changer de terrain de jeu plutôt que de résoudre les problèmes sur le terrain actuel. Enfin, la vague de réorganisation. Les multiples remaniements à des postes clés donnent une impression d'action. Les fils Arnault montent en grade. Le directeur financier historique est déplacé. Ce jeu de chaises musicales est-il le signe d'une adaptation dynamique ou d'une confusion stratégique? Ces initiatives, la nomination d'un nouveau dirigeant, la mise en place d'une nouvelle stratégie et une restructuration d'envergure, créent un point de tension critique. Assiste-t-on à des coups de génie qui forgeront le salut de l'Empire, ou au dernier soubresaut d'un colosse qui précipite sa chute? Aujourd'hui, LVMH est face au dilemme classique qui explique pourquoi les entreprises leaders échouent. Et le paradoxe est qu'elles échouent souvent parce qu'elles font tout correctement. Elles écoutent leurs meilleurs clients, investissent dans leurs produits les plus rentables et rejettent les innovations qui semblent au départ moins performantes. Kodak, qui a inventé l'appareil photo numérique, mais a continué à miser sur la pellicule, en est l'exemple tragique. Appliquons ce modèle. LVMH est le leader. Son succès repose sur un luxe de masse, aspirationnel, axé sur des logos forts. Toutes ses ressources sont optimisées pour ce monde. Mais face à lui, de nouvelles valeurs émergent. Le quiet luxury, sans logo, la durabilité authentique, qui exige la transparence. Ces innovations requièrent un modèle économique différent, basé non plus sur le volume, mais sur la rareté, non plus sur le mythe, mais sur la preuve. Et Hermès est le champion de ce nouveau monde. La question centrale est donc la suivante. LVMH peut-il se réinventer? Peut-il pivoter vers ce nouveau modèle? Ou est-il, comme tant de géants avant lui, prisonnier de sa propre cage dorée? Et ce dilemme est rendu encore plus poignant par sa succession. Bernard Arnault, 76 ans, a placé ses 5 enfants à des postes clés pour verrouiller le pouvoir dans la famille. Il a créé une structure juridique complexe qui empêche la vente des parts pendant 30 ans. Ici réside le paradoxe final. La structure conçue pour assurer la stabilité pourrait causer sa paralysie. Que se passerait-il si les 5 héritiers sont en désaccord sur la voie à suivre? Si certains veulent protéger le modèle historique, tandis que d'autres plaident pour un virage radical. Tel est le choix qui appartiendra non plus aux fondateurs, mais à la nouvelle génération. L'épilogue de cette histoire reste à écrire, mais sa situation est déjà claire. Et pour parler du cas LVMH, les analystes financiers utilisent parfois la métaphore du canari dans la mine. Autrefois, les mineurs emmenaient ces oiseaux sensibles avec eux. Et lorsque le canari cessait de chanter, c'était le signe d'un danger invisible, le signal qu'il était temps de remonter à la surface. Et si les difficultés de LVMH étaient plus qu'une simple crise d'entreprise? Et si elles étaient ce signal, cet avertissement pour l'ensemble du capitalisme de luxe? Car si le plus grand, le plus riche et le plus puissant vacille, ce ne sont pas seulement ses fondations qui tremblent, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Mais aujourd'hui, LVMH n'a pas encore atteint cette phase finale de déclin. Il est immense, ses marques sont iconiques et ses ressources sont colossales. La reprise est possible. Mais elle exigerait une introspection radicale, un retour à l'essentiel, renoncer à l'arrogance, affronter la réalité sans phare et cesser la quête de solutions miracles. Elle nécessiterait également que la nouvelle génération fasse preuve d'une lucidité et d'un courage que leur père, au sommet de sa gloire, a peut-être égaré. L'histoire de LVMH est celle d'une réussite si totale qu'elle est devenue son propre et plus redoutable ennemi. La question finale n'est donc plus de savoir comment LVMH peut continuer à grandir, mais comment il peut survivre à sa propre grandeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez que je traite une autre entreprise en bourse, qu'elle soit en France ou même aux États-Unis, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Et si vous souhaitez savoir quelles sont les entreprises les plus saines, celles qui sont les plus rentables et les moins endettées, eh bien chaque année j'analyse plus de 1500 entreprises en bourse, j'analyse leur bilan comptable, leurs flux de trésorerie, etc. sur les 10 dernières années. Et si vous souhaitez savoir comment je fais cette analyse, eh bien je vous recommande d'aller voir cette vidéo qui vous explique tout en totale transparence. Et si vous souhaitez savoir quelles sont les entreprises les plus saines, raccourcies on va dire, eh bien, cliquez sur le premier lien en description et vous pouvez rejoindre mon programme La méthode à l'art. Merci de votre écoute et à bientôt.